Chers amis, bonsoir. D'abord, je suis heureux de vous retrouver. Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu pour des conférences. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et ce soir, nous allons avoir donc une conférence originale par plusieurs côtés. Alors, ceux qui ont vu rapidement le titre vont me dire original, on parle de nucléaire, on en parle quasiment une fois sur deux, donc c'est rien d'original. Mais si, c'est original, parce que quand on en parle d'habitude, c'est un expert de nucléaire qui vient nous expliquer tel programme, telle nouvelle technologie, etc. Aujourd'hui, ce sont des experts différents, ce sont des sociologues qui viennent nous parler du nucléaire. Donc c'est un discours auquel on est peut-être moins habitué traditionnellement. Et il y a une deuxième originalité, c'est que on va parler de transmission du savoir, aussi vous me direz, c'est l'ADN d'Expert Connect, donc ça n'a rien d'original. Mais ce qui est original, c'est la question posée, c'est est-ce qu'on peut transmettre le savoir sans transmettre l'histoire, chose auxquelles on ne s'intéresse pas forcément beaucoup d'habitude. Autrement dit, la connaissance est toujours le fruit d'une construction. Et si on ne connaît pas cette construction, est-ce qu'on peut vraiment arriver à connaître le savoir? Alors c'est un sujet difficile, parce que tous ceux d'entre nous qui ont participé à l'aventure du nucléaire, il y en a un certain nombre dans la salle, savent bien qu'ils ont joué leur rôle dans cette construction historique, mais ils savent aussi que quand on essaie de la raconter, on refait l'histoire. On passe son temps à réécrire l'histoire en fonction de ce qu'on sait derrière. Donc retrouver l'histoire réelle n'est pas non plus quelque chose de très simple. Donc pour nous parler de tout ça, nous avons deux sociologues, Madame Christiane Gillon et M. Patonville, donc je vous laisse lire leur qui ont travaillé sur ce sujet depuis de nombreuses années avec EDF, qui ont écrit 3 livres qui vous présenteront sur l'histoire de différents aspects du nucléaire, comment ça s'est passé. Comme j'ai mis des contraintes très importantes sur le temps, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste remercier Thierry Colli, je ne sais pas s'il est ici ou s'il est là, merci, puisque c'est grâce à lui que nous avons cette conférence. Comme souvent, ce sont nos adhérents qui nous servent d'introduction pour nous trouver des conférenciers. Donc, merci Thierry. Et donc, on appelle déguiser aux autres pour nous trouver des conférences sur d'autres sujets. Bien, je vous laisse la parole. Et je serai le gardien vigilant du temps et je ne prends pas l'interruption. Donc, bonsoir. Donc, le titre de la conférence, c'est « Faut-il transmettre l'histoire des métiers aux jeunes générations? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est plombant ?» C'est une question dont nous avons souvent discuté avec des dirigeants de centrales nucléaires ou dans le parc nucléaire. Certains estimant que oui, c'était absolument primordial, dont ceux qui nous ont fait écrire ces livres d'histoire, histoire de la conduite, histoire de la maintenance, histoire de la sûreté, à base de récits de vie, parce que ce sont des métiers, et les métiers, c'est des histoires de vie, en fait. Et d'autres qui pensaient qu'il ne fallait pas raconter tout ça aux jeunes générations, parce que c'est plombant, c'est-à-dire on va leur étaler complètement toutes les erreurs passées que nous avons commises, et ça va pas leur permettre de prendre leur envol. D'ailleurs, c'est une stratégie qui a été utilisée assez souvent par EDF, par exemple. Nantes-Cheviré, quand la centrale de Nantes-Cheviré, en 1954, le modèle arrive des États-Unis, il y a une stratégie pour absolument isoler cette centrale et son personnel du reste du système, pour éviter que les vieux les plombent. Donc, le débat, il existe depuis longtemps. Qui sommes-nous? Ouais. Nous, on est sociologues, socionalistes, on fait des dispositifs d'intervention avec notre aide. Des gens concernés par une situation partagent leur savoir respectif et produisent un savoir commun. En fait, on fait souvent des assemblées qui peuvent durer 3 à 5 jours avec tous les gens concernés par une situation. Et ces situations sont souvent des crises ou des conflits. Parce que les crises et les conflits sont des occasions privilégiées pour comprendre le social, ses forces, ses formes, les dynamiques passées, présentes, futures. En fait, on vient dans des situations où on ne sait rien, c'est ce qui s'est passé dans le nucléaire. Et quand on ne sait rien et que les gens ne sont pas d'accord, ils sont en conflit, ils veulent absolument vous expliquer leur point de vue. Et les autres veulent aussi dire « mais non, c'est pas ça, c'est ça le bon raisonnement, non. » Donc en fait, dans ces situations de conflit, précisément parce que nous, on ne sait rien, les gens veulent nous expliquer, c'est comme ça qu'on retrouve leur logique et leur rationalité. Alors, on est en même temps attentif à ce qui fait et défait les liens sociaux et aux énergies sociales. Et dans notre assemblée, on est attentif à est-ce que le débat est un débat chaud, dans lequel les gens sont impliqués, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas très intéressant parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'enjeu.
Donc, on va vous présenter 2 cas d'oubli de l'histoire, conduite nucléaire et culture de sûreté. Donc, pour ça, je vais vous raconter, en fait, notre contact avec une des parties de cette histoire. On avait fait des petites assemblées comme ça, et à un moment donné, on passe au SPT, donc le service de la production nucléaire thermique, oui, à Paris, et on entend qu'il y a une grève dont ils ne savent pas comment sortir, une grève qui a coûté 1,4 milliard de francs, donc qui commence à coûter fort cher, qui se répète de façon cyclique, et quand ils donnent des réponses positives aux grévistes sur un site, paf, il y a un autre qui se met en grève contre les réponses qui ont été faites sur le site précédent. Donc ils ne savent plus très bien comment faire. Et là, on se dit, ah ben, c'est bon pour nous, on va proposer d'y aller. Et on propose 6 dispositifs d'analyse, on était 4, et on ne pouvait pas faire les 6 dispositifs, donc il y en a un dont on va un peu vous parler, c'est-à-dire qu'on va sur les sites, on va interviewer des gens, des grévistes, des non-grévistes sur 4 sites. Donc on se retrouve au bout de quelques jours avec les équipes conduites, week-end et nuit, et on va les interviewer sur place, dans le bureau des rondiers, dans la salle de commande. On fait avec eux les rondes. Dès qu'il se passe quelque chose, l'un d'entre nous suit. Bref, on est immergé dans la centrale. Donc le fruit de ce qu'on décrit, ça va être à la fois tout ce qu'on entend par des grévistes, mais aussi des non-grévistes, aussi par les ingénieurs qui sont sur le site, maintenance, conduite, ingénieurs sûreté radioproduction, et de ce qu'on voit finalement, de ce qu'on comprend de leur métier. Donc, ils nous font découvrir leur vécu de non-reconnaissance de leurs responsabilités, nous ouvrent les archives des conflits précédents, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils ont gardé des archives, des grèves, etc. Les chefs de car, les opérateurs, ils les ouvrent. Et quand on en parle aux services centraux parisiens, eux, tout ce qui était grève, ils ont jeté en fait. Et les sites aussi. Donc, ils sont les seuls à avoir ces archives-là. Donc ça, on parlait de faille mémorielle, en quelque sorte, puisque la mémoire est perdue pour tout ce qui est côté administration et direction. Direction des ressources humaines. Alors, comme on ne savait pas si vous connaissiez le nucléaire ou pas, enfin s'il allait y avoir d'autres industriels présents. En tout cas, donc l'équipe de car en 1988, c'est un chef de car. Il est plafonné en groupe fonctionnel 12. En dessous, il y a 1 ou 2 adjoints, des opérateurs. En fait, ils s'appellent entre eux chefs de bloc parce qu'ils viennent du classique et ils se considèrent comme des chefs de bloc, mais on les a, en quelque sorte, on a arraché leurs épaulettes et on les a nommés opérateurs lors de la grève de 84. C'est la réponse à la grève de 84. Il y a des agents de terrain, techniciens rondiers, et au-dessus de cette équipe de conduite qui est en 3-8, on a donc un ingénieur sûreté radioprotection qui est en car, l'ISR, GF13, et un ingénieur conduite qui est aussi classé en GF13, c'est un des éléments de la question. GF13, ça veut dire niveau cadre. Groupe fonctionnel, voilà. Donc, dans l'analyse qu'on va faire de ces entretiens et en même temps de ce qu'on observe dans les équipes, dans ces sites, etc., on se rend compte qu'il y a une situation très contradictoire dans les revendications et que pour rendre compte de ces contradictions, on peut se servir d'un cadran logique qui a été fait par un logicien, Greimas. Et ce cadran logique, on s'en est servi pour présenter les contradictions de ce mouvement. Alors, on a un premier groupe de grévistes qu'on a nommé les exploités. Bon, c'était plutôt des rondiers, des adjoints chefs de car, et eux, ils mettent en avant la dureté de la vie en 3-8, le stress qu'ils vivent, le sacrifice de leur vie privée, et ils souhaitent, ils font la grève pour obtenir des augmentations des primes de pénibilité, pour que cette pénibilité soit reconnue. Donc, c'est une revendication qui porte sur leur vie privée. C'est avoir plus d'argent, mais par des primes. Sachant que le salaire de la conduite, c'est essentiellement un salaire de base pas très grand et une grosse part de primes qu'on perd au moment du calcul de la retraite. Les hédonistes, qui est notre autre groupe qu'on a identifié, plutôt chef de bloc, jeunes techniciens, plutôt dans le 1300, et plutôt CFDT, ceux-ci c'est plutôt la CGT. Eux, ce sont des jeunes passionnés par la technique et ils ont aussi envie d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Ils n'ont aucune envie de mourir au boulot et ils souhaitent travailler moins. Donc ça leur est bien égal, enfin ça leur est peut-être pas égal, mais le problème n'est pas l'argent, mais plutôt le temps libre. Donc on dit, ça c'est l'axe vie privée,
Et on voit que la direction et les syndicats dans les négociations du conflit sont sur cet axe vie privée. C'est ça qu'ils voient. Parce qu'ils nous disent, certains qui voyaient très mal d'un mauvais œil la conduite, nous disent ils veulent toujours plus de fric et toujours travailler moins. Mais du côté syndical aussi, c'est mis en avant plutôt cet axe-là. Pourquoi ? Parce que la conduite est une force sociale, elle tire un ensemble de métiers. Il y a la protection de site qui est aussi en 3.8, il y a le classique qui est en 3.8, il y a les mouvements d'énergie qui sont en 3.8, etc. Donc, en fait, c'est une locomotive pour des conflits qui permettent d'augmenter les rémunérations, certes les primes, et diminuer le temps de travail. Après, on voit d'autres motivations pour la même grève. C'est ceux qu'on avait appelés les seigneurs de la conduite. D'ailleurs, après notre exposé, ils se promenaient avec seigneurs ou hédonistes sur leur carte. et eux, donc c'est plutôt des chefs de quart, des adjoints chefs de quart et des chefs de bloc, s'ils nous expliquent toute l'histoire de l'opérateur, etc. C'est plutôt dans le 900. Et eux, ils considèrent qu'ils ont participé au démarrage du parc nucléaire et ils méritent d'être reconnus pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une conduite qui est... c'est-à-dire la réussite du démarrage, avec une responsabilité au niveau de la disponibilité et de la sûreté qui doit être reconnue. Et eux, ils sont pour un meilleur salaire, pas pour des primes. Et d'ailleurs, il y a toute la discussion sur la licence, etc. Il faut que j'accélère. Quand vous dites 900 ou 1300, c'est les effectifs globaux ou les réacteurs? Non, c'est les réacteurs 900 et les réacteurs 1300. Et donc les concepteurs ici, plutôt chef de bloc, chef de quart, mais dans les centrales 1300 et CLDT plutôt, sur l'idée, non, les métiers qu'on exerce actuellement et l'organisation en général de la centrale, elle est héritée du charbon, elle est héritée du classique, donc ça ne va pas du tout. En fait, il faut tout repenser pour s'adapter au fait que maintenant on exploite du nucléaire. Donc on les a appelés les concepteurs, et ça c'est un axe vie professionnelle. Donc on avait dit, ben voilà, il y a la conduite vie, la conduite vie privée, c'est la force sociale, là c'est la force professionnelle. Et en fait, ici, il y a toute une référence au passé et au classique. Et ici, il y a une référence à une modernité qui est en train de venir. Et s'il y a une crise, c'est parce que, enfin, on dit en psychosociologie, il y a une crise lorsque l'ancien ne veut pas mourir et lorsque le nouveau ne peut pas naître. Et c'est vraiment la situation qu'on a à ce moment-là. Alors toi, tu accélères. oui, j'accélère. Bon. Non, parce qu'il me dit accélère. Alors, ce qui est quand même important à dire, c'est qu'on a promis à tous les gens qu'on a rencontrés que l'exposé serait fait en même temps à la direction et à eux-mêmes, tous les interviewés, et qu'il n'y aurait pas de... Bon, mais le tableau que vous avez vu, il a été présenté, il a été ébauché et terminé dans les salles qui étaient attenantes aux salles de commande, dites intertranches. Et alors, voilà une autre... Attendez, je montre juste à ceux qui sont en ligne. Oui, mais c'est rien. On peut le décoller. OK. Bon, ça, c'est la nappe qu'on a utilisée, parce qu'il n'y avait pas de PowerPoint. On a présenté ce qu'on ressentait de leur métier, c'est-à-dire ce sur quoi ils étaient tous d'accord, en fait. Et alors, ça, vous avez l'original, qui a été fait, comme on avait bossé le dimanche, on avait dû faire avec notre nappe. Et l'élément central, c'est qu'ils se considèrent tous les agents de conduite, comme garants d'une puissance de production continue d'énergie sans danger. Et ils disent cette garantie, c'est extrêmement important. On se considère, nous, comme, par exemple, au budget, ils disent, on est comme des aviateurs et on a dans la carlingue l'ensemble de la population de Lyon. Voilà. Bon, enfin. Mais vous voyez la forme générale, garant, couplé à la machine par 3 métiers. Donc, 3 métiers, il y a le métier du tas, hein, les rondiers, qui sont là. Ils cavalent, ils regardent, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que le truc est normal. Par exemple, quand il y a des turbines qui tournent, moi ça m'avait frappé en faisant les rondes avec eux, ils mettent la main sur la turbine, et s'il y a des vibrations anormales, ils disent « ça grésille, c'est pas normal », ils téléphonent à l'opérateur, etc. Donc ils sont les yeux, les oreilles, et aussi une partie du cerveau, hein. C'est un cerveau actif qui va téléphoner à l'opérateur. Et c'est aussi les bras. Ils manœuvrent des vannes, ils doivent purger des trucs. C'est là où on s'aperçoit que la conception n'est pas terrible. Quand il y a un type tout seul, il doit purger, le purgeur est là, la vanne est au plafond à 5 mètres. Bon, voilà. Alors ça, après, vous avez l'opérateur, qui lui est celui qui manœuvre les pupitres. Donc, il peut coupler au réseau, faire monter le réacteur en charge, le descendre. Et puis, vous avez le chef de quart, qui est
plutôt, on pourrait dire, un cerveau avec l'adjoint chef de quart qui sont des cerveaux synthétiques, c'est-à-dire ils réfléchissent au programme général, ils définissent le programme de la journée, ils modifient le programme de la journée. Donc, c'est ces 3 cerveaux, si vous voulez, qui sont couplés à la machine en permanence. Bon. Et donc, il ne faut pas oublier que cette grève, elle s'appelle grève des services continus, c'est-à-dire que ce n'est pas repéré comme une grève de la conduite, et qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui nous disent c'est quand même comme une centrale classique, dans le fond, c'est pas plus dangereux qu'une fabrique de petits pois. Celui qui a peur à la conduite, il n'a pas sa place à la conduite, parce qu'on parle du stress, etc., le couloir de la mort, enfin tout ce que les techs nous ont raconté quand on faisait les rondes avec eux. Et même si, par ailleurs, il y a toutes sortes de dirigeants qui viennent du classique et qui ont fait le démarrage du nucléaire. Par exemple, Lucien Bertrand, il a été chef de quart. Il est très respecté par toute la population des chefs de quart. Et il sait de quoi il s'agit, parce que lui, il a fait le quart, il a été chef de quart. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt non reconnu. Et on se rend compte que cette conscience-là, la conduite en quart garante d'une production, repose sur un système de valeurs. Il y a 8 valeurs que je ne vais pas tout à fait prendre le temps de vous détailler, mais que l'on avait approfondi en montrant que chacune des valeurs qui sont partagées par les équipes de conduite, elle est dans des interactions négatives, soit avec la maintenance, soit avec les syndicats, soit avec les ingénieurs, etc. Par exemple, la haute conscience professionnelle, la haute conscience pour soi-même, etc., le sacrifice de la vie, l'engagement de la famille, le stress, ou l'autre, la régulation permanente, exploiter en mode dégradé, intégrer les handicaps, s'arranger pour travailler avec des approximations, être toujours en veille. Tout ça, si on regarde ce qui s'est passé en 84 dans la grève précédente de la conduite, on a décidé de faire des périodes calmes, des périodes perturbées, de réduire l'effectif de conduite, etc. C'est-à-dire que ce qui a été décidé suite au précédent mouvement social, c'est plutôt de la négation de ces éléments-là. Parce qu'on dit, écoutez, il ne se passe rien, vous vous emmerdez, vous pouvez quand même rentrer chez vous, puis vous reviendrez, etc. Non, là, ils vous disent, mais non, ce n'est pas ça la question. En fait, il peut tout à fait se passer un incident, et là, on devra faire face collectivement. Je vais juste rajouter un tout petit point, parce que les 2 qu'on a sortis du tableau régulation permanente, ça veut dire qu'en fait, ils considèrent que leur métier, c'est de pouvoir fonctionner toujours avec quelque chose qui ne marche pas. En fait, on doit pouvoir fonctionner dans le dysfonctionnement. Il doit y avoir des pompes malades, il peut y avoir des gens malades dans l'équipe, et on doit être en capacité totale de répondre de façon absolument parfaite. C'est pour ça que nous, comment on est entré dans l'histoire? C'est-à-dire qu'avant, nous, on avait la trentaine, on travaillait complètement dans le temps présent. C'est-à-dire qu'en travaillant sur cette grève, on s'est rendu compte de l'importance à la fois de la dimension du passé et de celle du futur, d'ailleurs. C'est ça qui nous a fait découvrir l'importance de cette vision historique. Alors, en fait, on est donc en 88 et on va s'apercevoir pendant et après qu'il y a eu une triple déflagration qui est arrivée en même temps. Il y a cette grève des services continus, mais il y a eu aussi des incidents maintenance à Gravelines et Dampierre qui vont donner le rapport NOC. Il va y avoir Tchernobyl, il y a eu Tchernobyl, incident de maintenance à Gravelines et Dampierre, un choc de défiance, échelle de sûreté niveau 2, ça veut dire, ce sont des volets d'étanchéité, il y a eu une étanchéité de l'enceinte de confinement, et deux volets ont été mis pour faire des essais, et on a oublié de les enlever. Alors, quel est le risque? Le risque, c'est que les brassages d'air sont moins bons, et que du coup, il peut y avoir de l'hydrogène qui commence à s'entasser. Alors, il y a en France, depuis TMI, des recombineurs d'hydrogène, ce qu'il n'y avait pas à Fukushima, par exemple. Mais c'est quand même, c'est pas bien de les avoir laissés, c'est sûr. Échelle de sûreté niveau 3 ramenée au niveau 2, ils découvrent à Gravelines 3 vis pleines à la place de vis creuses. Le type, pendant l'arrêt de tranche, qui avait enlevé les vis creuses, les avait scotchées pour que le type qui les remonte les trouve, mais il ne les a pas vues, quoi. Et donc, ça a été mis d'abord en niveau 3, parce que c'est des soupapes très importantes qui ont été mises après TMI, qui s'appellent les soupapes CBIM, qui sont des soupapes sur le circuit primaire. Et ça a été d'abord mis en niveau 3, mais ça a été ramené en niveau 2 parce qu'on s'est aperçu après que les soupapes se seraient quand même déclenchées plus tard, mais elles auraient fonctionné. Les niveaux, je ne sais pas si tout le monde connaît l'échelle de gravité des événements. Hein. Donc, niveau 1, anomalie, niveau 2, incident, niveau 3, incident grave.
Alors, quand on a fait l'histoire de la maintenance, les gens nous ont dit, alors là, c'est le choc absolu, puisqu'on s'aperçoit qu'on est concerné par la sûreté, et on ne le savait pas. On ne le savait pas parce qu'avant, le principe, c'était réparer et remettre dans le standard. Donc, si un truc était en panne, ben, on change, on remet une pièce neuve, et de toute façon, il y a un essai, et l'essai va faire que on va dire, ben, ça marche, c'est bon, c'est neuf, ça tourne. Mais en fait, c'est la première fois où ils s'aperçoivent qu'ils sont concernés par une approche sûreté. Alors, choc de défiance pour une corporation qui se sent au-dessus de tout soupçon. Ce que nous racontent nos témoins dans notre livre d'histoire de la maintenance, c'est qu'il y avait des tas de réunions à Paris sur le rapport NOC, etc. Et quand même, beaucoup de chefs de maintenance disaient « Non, mais il y a 2 connards qui ont fait une erreur, mais à cause d'eux, il y a tout ce foin-foin, mais ça va bientôt s'arrêter, ça va se calmer, et puis on va continuer comme avant. » Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que ces incidents, plus la grève de la conduite, plus Tchernobyl, vont... ah non, il faut que je vous parle de ça d'abord. Vont nous faire passer dans une autre conférence. Donc c'est le monsieur. Autorité de sûreté. Ah, c'était là avant? Là? Ah oui, envoyé directement aux AS. Oui, en effet. Exact. Oui, en fait, à cette époque-là, je ne l'ai pas dit avant, mais il y a eu pour arriver à remettre le parc et à le nucléariser, ont été décidées 6 démarches, avec l'idée que ces démarches étaient une façon de fonctionner de façon décentralisée, avec les gens eux-mêmes qui inventaient, mais on leur donnait des noyaux. Je le fais trop tôt? Oui. Ah bon? Oui, parce que non, on avait juste prévu de vous dire une petite chose sur... Rendez-vous compte qu'on dit maintenance, mais ça n'existait pas. On ne disait pas maintenance, on disait entretien. Et le département maintenance s'appelait le département matériel. Et donc pour comprendre tout ça, il faut remonter dans l'histoire. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous raconter. Mais donc, il y a la première mutation, Nantes-Cheviré, schéma unitaire, salle de commande centralisée. Il y a l'UNGG, et après, il y a le PWR. Après le choc pétrolier, EDF ne prend pas la filière du CEA, UNGG, mais prend la filière américaine PWR. Et du coup, Fessenheim, banc d'essai, les gens de maintenance nous racontent, j'arrive à Fessenheim, il n'y a pas d'atelier du tout, parce qu'il n'y a pas besoin de réparer. La centrale est construite pour 40 ans. À Gravelines, 6 tranches 900, un seul atelier. Le même que pour une 4 tranches 125 MW. Donc, il faut quand même se représenter... Donc, il faut quand même se représenter que la maintenance, elle a réussi on peut dire, des révolutions successives en partant de vraies fausses similitudes avec le classique. Mais il y a quand même un énorme choc, les incidents génériques, l'entretien qui est saisonnier, contrairement à l'UNGG, la radioprotection, et puis surtout les standards, c'est-à-dire il faut se soumettre à des standards, à une logique de coût, de série, il y a une démarche de qualité, etc., qui n'était pas du tout présente. Et pour l'ingénieur français, donc on nous explique que c'est horrible, il doit copier, appliquer des normes. Donc la French Touch parvient quand même à inventer un TPL, ça veut dire tourner, pousser, lumineux, c'est-à-dire il change un bouton du modèle PWR. Mais il y a un comité de la H au niveau de Paris. Le comité de la H, il essaye de casser toutes les modifs. Pourquoi casser les modifs? Parce que ça détruit l'effet palier, et l'effet palier, on en a besoin pour avoir le bénéfice de ce choix industriel, quoi. Et en même temps, émergence des AS. Ils font trop de modifs. Par exemple, on nous a dit à un moment donné, ils ne s'en rendent pas compte, ils ont enlevé une pièce soi-disant inutile, mais c'était important pour les séismes, etc. Donc il faut arrêter que les gens fassent des modifs partout. Voilà, donc en 86, donc on a la grève des services continus, on a les incidents de maintenance Gravelines-Dampierre et le rapport NOC, et on a Tchernobyl. Voilà. Donc Tchernobyl, c'est toi normalement. Je voulais terminer sur le rapport NOC. Bon. D'accord, vas-y, continue. Non, mais le NOC a été fait de façon décentralisée. Donc NOC, il est allé demander à tous les sites qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire Gravelines, Dampierre, etc. Et alors il reçoit plein d'idées et il envoie les idées aux autorités de sûreté. Du coup, le patron du parc, Pierre Carlier à l'époque, est furieux. Il dit mais si on regarde les idées, elles sont totalement antagonistes. Et le risque, c'est que l'autorité de sûreté va nous dire, très bien, faites-le. Mais comment on peut faire des trucs qui sont antagonistes? Oui, c'est vrai. Merci. Tu as bien fait de le dire. Donc le troisième choc, c'est Tchernobyl, 86. Donc ça, c'est la description qu'on a trouvée dans le nouveau bouquin sorti par EDF qui s'appelle « Nos événements
Il est sorti en 2023. Nos événements, non, comment ça s'appelle on en parlera tout à l'heure. C'est pas grave. Mais en tout cas, donc, ils reprennent tous les grands accidents, plus les événements et incidents sur le parc français. Donc ça, c'est la description, mais on la trouve très technique. Et dans notre bouquin sur la sûreté, on avait eu une description qu'on trouvait mieux, en fait. Qui était faite par un de nos témoins, parce qu'on a 55 interviews là-dedans. Donc l'accident de Tchernobyl a été occasionné par la réalisation d'un essai destiné à tester l'alimentation électrique de secours, qui a été effectué dans des conditions catastrophiques par des opérateurs incapables de comprendre, faute de formation, le fonctionnement de la centrale, à une puissance différente de celle qui était prévue, ce qui rendait le réacteur instable, difficile à piloter, sur la base de consignes incompréhensibles et raturées à la main, en court-circuitant un certain nombre de dispositifs de sûreté qui s'opposaient à la réalisation de l'essai. Voilà. Alors après, dans les interviews qu'on a fait, on a interviewé Bernard Duprat, qui a été chef de parc à un moment donné, et qui dit, voilà, une redoutable coalition des autorités soviétiques et des concepteurs a expliqué que tout ça était arrivé parce que les opérateurs de conduite avaient accumulé les erreurs. Or, ils avaient entre les mains un réacteur condamné, tôt ou tard, à partir en excursion de puissance. Ça, c'est pour vous montrer comment des trucs peuvent être attribués à un corps de métier et comme ça, d'un certain point de vue, circuler, il n'y a rien à voir. Et la conduite a souvent été considérée comme celle qui fait des bêtises, etc. Oui, après Tchernobyl, on passe de la sûreté des concepteurs à la sûreté des exploitants. Donc, juste après, il y a le mémento sûreté. On a travaillé sur le mémento sûreté à la demande du département sûreté nucléaire. Et ce mémento, on a dû le réécrire d'une autre façon. Parce que pour la première écriture du mémento, c'était voilà ce qu'ont décidé les concepteurs, respectez les règles, faites ci, faites ça, etc. C'est-à-dire, grosso modo, l'exploitant a été vu comme quelqu'un qui passe son temps à dégrader parce qu'il ne respecte pas, qu'il ne reste pas dans les clous, qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut faire, etc. Or, vu des agents de conduite, ce qu'on a compris, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme dégradant la sûreté. Au contraire, ils se considèrent comme construisant la sûreté. Du coup, c'est-à-dire qu'ils disent nos actions, notre façon de faire sont des actions de sûreté. Donc on a renversé la façon de présenter le mémento en disant pour construire la sûreté, voilà tout ce que les concepteurs vous donnent comme armes. Et vous pouvez les utiliser, etc. Et du coup, la façon de le vivre, si vous voulez, des agents de conduite, qui étaient plutôt négatifs quand on leur dit vous êtes tout le temps en train de dégrader la sûreté, vous ne fermez pas bien la porte, ceci, cela, devenait positive à partir du moment où c'était vécu comme une action. Bon. Alors, il y a une ligne SAC 4 qui définit la culture de sûreté, ça c'est vraiment important, l'ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes ou chez les individus, font que les questions relatives à la sûreté des centrales nucléaires bénéficient en priorité de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance. Alors ça, c'est un point qui est important parce que l'idée de la culture sûreté, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le parc sont chacun concernés par la sûreté. Qu'ils soient dans l'administration, qu'ils soient hiérarchiques, chacun peut faire une action pour la sûreté, c'est-à-dire s'arranger pour que l'équipe soit dans de bonnes dispositions, vérifier les compétences, etc. Donc, ce n'est pas seulement les personnes qui sont au bout qui ont la sûreté entre les mains et qui la dégradent, c'est l'ensemble du système qui est un acteur. La sûreté est une action, quoi. La sûreté est une construction. Et ça, c'est un basculement théorique, paradigmatique. Alors là, je vais passer vite, mais vous connaissez peut-être déjà bien le sujet. Non. C'est-à-dire, avant Tchernobyl, la sûreté française est forgée par le CEA. Et c'est le temps des concepteurs. Donc, c'est une sûreté qui est basée... donc, le CEA, il a sa propre technologie, UNGG, et du CEA, par parthénogenèse, vont naître tous les organismes de sûreté. En fait, l'autorité de sûreté sort du CEA. Au début, c'est quand l'État le prend en main, c'est le SCSIN, que les exploitants appelaient le zinzin. L'appui technique, l'IPSN va devenir l'IRSN, Areva. Ce qui sort du CEA aussi, c'est le triangle exploitant, expert, autorité de sûreté. C'est vraiment l'idée des... Il y a les groupes permanents de sûreté et l'idée des arènes de sûreté, c'est-à-dire l'exploitant parle, l'IRSN répond et les experts discutent et l'AS tire son avis
de cette arène de sûreté. Alors, ici, Jean Bourgeois, donc en France, père de la sûreté, il y a le concept de défense en profondeur, prévention, surveillance, moyens d'action, la triple barrière, gaine, circuit primaire, enceinte de confinement, et le trépied à la française, autorité de sûreté, exploitant, IPSN. C'est une approche déterministe, c'est-à-dire on fait en sorte de créer un dimensionnement et l'accident ne sera pas possible, mais Pierre Tanguy, qui sera aussi au CEA, ajoute l'approche probabiliste. Il dit il faut pas essayer on ne va pas annuler le risque, mais on va essayer d'en réduire la probabilité au maximum. Et c'est la création des études probabilistes de sûreté. Mais les Américains disaient tout va bien. Tanguy disait dès 1976, méfiez-vous, l'exploitant n'analyse pas assez le REX, ni les précurseurs, il n'analyse pas assez les accidents graves. Donc effectivement, donc ça on a cette sûreté des concepteurs, et en 1979 il y a TMI, fusion du cœur. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire cette citation, mais bon, c'est l'idée que bon, ça devait aller et tout. Et puis arrive TMI, fusion du cœur. Aux États-Unis, c'est la fin du nucléaire jusqu'en 2012. Et c'est un choc équivalent à la guerre du Vietnam, en fait. Et côté français, il va y avoir des modifications suite à TMI. C'est le début de la prise en compte du facteur humain. Il y a la création d'une filière indépendante avec des ingénieurs sûreté, radioprotection, mais qui sont mis en quart. Donc, ils vont manger une partie du métier du chef de quart, en fait, cet ISR de quart. Et puis, la création de l'inspecteur général de la sûreté nucléaire qui est rattaché directement à la présidence d'EDF. Donc, une filière sûreté apparaît en France, elle n'existe pas chez les autres exploitants. Il y a les histoires de soupapes, bon, je ne parle pas. Les arènes de sûreté, j'en ai parlé. Donc, on arrive cet triple événement qui produit un changement complet de management des métiers dans le parc nucléaire français, qui ne s'appelait pas parc, qui à l'époque s'appelle service de la production thermique et qui va devenir le parc nucléaire. Si, ce qu'il y a à dire là sur la conduite, c'est que la conduite est vue différemment à partir de ce moment-là. Elle est vue comme un cercle. L'ISR, il est sorti du quart, il n'est plus qu'en journée. Ouais, donc l'équipe démarre avec un chef d'exploitation qui souvent vient du tas, mais qui va être aussi une voie d'intégration pour des jeunes ingénieurs, mais jeunes ingénieurs qui vont d'abord commencer comme rondiers, c'est-à-dire qu'ils vont faire rondier, ils vont faire le pupitre, et après seulement, ils pourront devenir chefs d'exploitation. Donc, ils auront une connaissance de ce qui se passe. Mais il y a aussi quelque chose qui est conçu de façon circulaire, en fait. Si on regarde bien, tout le monde est autour de l'opérateur. Le chef de quart, il est là, mais il se met en appui. Et le CE se met en appui de l'opérateur. Le CE, il est dans un bureau à part. Il est le chef absolu. Il est le patron de la centrale, par exemple, les week-ends ou les nuits. Malgré tout, on sent que tout est autour du bloc de façon circulaire et que les ingénieurs aussi sont mis en appui et non plus en chef. Ils sont là pour aider ce qui se passe dans la salle de commande. Et d'un certain point de vue, avec la démarche sûreté que vous avez vue, tout le système est mis en cercle autour de cette salle de commande. Mais c'est un positionnement contre-intuitif. Et il y a des chefs, notamment de centrales, de sites, qui ne vont pas du tout être d'accord avec ça, qui veulent mettre la maintenance au centre. Pourquoi ? Parce que la maintenance, vous le savez en ce moment, quand on parle des décennales, etc., on dit le nucléaire, ça coûte une fortune pour remettre en état, pour ci, pour ça. Donc ce qui coûte cher, c'est la maintenance. Du coup, il y a une tendance à remettre la maintenance au centre et pas la conduite. Et c'est comme ça qu'en 2006, il y a des grèves qui ont redémarré, parce que les agents se sont trouvés à nouveau dans une situation où ils se sentent les garants, mais on ne respecte pas cette place. Et c'est peut-être Duprat, d'ailleurs, qui avait dit, voilà, c'est parce qu'en fait, il y a des sites qui n'ont pas compris ce qu'on fait et qui veulent absolument remettre la maintenance au centre. Oui, alors la maintenance, c'est assez intéressant de voir parce que c'est un mouvement continu, la maintenance. Elle va se nucléariser, mais de façon continue. Au début, quand on va au budget, par exemple, il y a encore pas mal de gens de maintenance, ils ont leur historique dans leur poche. Ils ont un calepin. Dès qu'il y a des histoires sur un matériel, ils le racontent. Et l'historique, ils ne le prêtent pas. Ils ne le passent pas aux gens qui, dans le site, ne sont pas ceux du service maintenance. Ils le gardent. Mais petit à petit, vous avez vu que les autorités de sûreté vont demander pourquoi ça a cassé,
Qu'est-ce que vous faites pour que ça casse plus? Est-ce que si ça recasse, est-ce que vous avez encore une autre solution? Est-ce que c'est générique? Est-ce que c'est pas générique? Donc du coup, ça peut pas rester dans la poche des gens. Et petit à petit, va se mettre en place, on va passer de l'entretien à la maintenance. Et cette maintenance, eh ben, elle va devoir répondre à ces questions. Donc, il va y avoir installation petit à petit d'une ingénierie centralisée pour pouvoir répondre aux questions de la SN. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une ingénierie locale qui soit connectée aux agents de maintenance. Les agents de maintenance, ça les emmerde, parce qu'il faut faire des dossiers, des rapports. Donc, ils ont l'impression de ne plus faire de ce qui s'appelle du temps métal, mais ils font du temps papier. Et plus ça avance, plus ils font du temps papier. Puis après arrive l'informatisation. Alors là, c'est de l'enfer. Ils trouvent que c'est vraiment l'horreur d'apprendre à être tout le temps sur les babasses. Et puis en plus, après, arrivent les directives européennes qui coupent le système en tronçons et on pousse à la sous-traitance. Donc, eux qui aiment bien tripoter les trucs, ils se retrouvent à devoir surveiller des gens qui tripotent. Et ça, ils le vivent très mal. Et puis, encore d'autres histoires un peu contre-intuitives qui sont racontées. Par exemple, il y a je sais plus, c'est Pierre-Mercier Houtin qui dit, éloge de la fuite. C'est-à-dire que la fuite, c'est génial, c'est grâce aux fuites qu'on a pu repérer les corrosions de couvercles, des problèmes dans les GV, etc. Donc, parfois, les fuites, il faut la laisser. Et ça va à la fois contre, intuitivement, le type de maintenance qui aurait changé la pièce, mais ça permet de comprendre la nature du problème, et puis ça va contre le chef de site, qui peut dire écoute, tu ne vas pas continuer à faire tourner la machine alors qu'on me signale dans la conduite qu'il y a plein de fuites, etc. Alors aussi, comme autre truc qui ont posé problème, mais là, à d'autres niveaux, par exemple, il y a quelqu'un qui était à l'audit du bois, qui à un moment donné, on avait croisé la bourse, il nous dit mais c'est dingue, en ce moment, avec les modes de fonctionnement actuels, on veut tout sous-traiter et il y a une mode du cœur de métier. Donc on jette tout ce qui est hors du cœur de métier. Et on est en train de faire une folie, on se sépare de nos soudeurs. On a des soudeurs qui sont dans les meilleurs et on les balance. Alors il s'est battu, paraît-il, ils se sont battus pour dire qu'il ne faut absolument pas faire ça parce que Saint-Nazaire va piquer tous les bons soudeurs. On n'arrivera plus jamais à les récupérer. Alors nous, quand on entend que l'EPR ne peut pas démarrer à cause d'histoires de soudure, on se dit, est-ce que ce n'est pas cette mode-là, entre autres, qui est un élément des histoires de l'EPR? Donc voilà, tout un tas de trucs que l'histoire nous raconte. Ça, c'est quand on a fait des travaux sur le futur, mais on ne va pas vous les raconter cette fois-ci. Donc Patrice vous a déjà dit tout à l'heure qu'en 2005, ce qui se passe, c'est un constat d'effacement de la démarche conduite et qu'un certain nombre de sites ne l'ont pas menée jusqu'au bout, donc elle n'a pas été repositionnée et les conflits style 88 repartent. D'où l'idée d'écrire des livres d'histoire, c'est ce qu'on a fait, Conduite maintenant sûreté. L'autre élément où on voit bien le retour de l'histoire, enfin le fait de l'oubli de l'histoire, c'est Fukushima Daiichi, en 2011, fusion du cœur suite à un tsunami. Nous, on commence notre travail pour faire notre histoire de la sûreté, là, qui est sur base de 56 récits de vie. En fait, on démarre 7 jours après Fukushima. Donc, tous nos entretiens nous parlent de qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima. Et la première chose qu'est-ce qui se passe même, parce que c'est en cours. Oui, et donc, en fait, ils nous disent, ben voilà, en fait, Fukushima Daiichi, c'est juste le rappel des leçons de TMI et de Tchernobyl. C'est-à-dire, d'une part, il n'y a pas eu les modifications que les autres centrales ont faites suite à TMI, et puis il y a la perte de la culture de sûreté. Donc, ils nous redisent les lanceurs d'alerte, les précurseurs, la prééminence de la sûreté. La sûreté, c'est la décision, conserver l'équilibre conception-exploitation, transparence, indépendance de l'autorité de sûreté, surveillance internationale. Et puis, il nous dit, c'est quand même, le modèle français est intéressant parce que le concepteur, le constructeur, l'exploitant sont liés, alors que là-bas, c'est des exploitants one-shot. Donc, d'autre part, alors ça, le paradigme de la résilience, c'est ce qui démarre avec Fukushima, mais encore avant, avec Blayais, il y a eu la tempête de Blayais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2000, je crois, je ne sais plus, 99, voilà, la tempête de Blayais. Voilà. Il y a la canicule en 2003,
il y a aussi les attentats du 11 septembre. Donc il y a le début en sûreté d'un paradigme de résilience qui commence à s'ébaucher, mais comme on l'a vu, l'accident en fait c'est toujours un accélérateur des choses, quoi. Certaines modifications sont en train de se faire et l'accident précipite les transformations. Et en 2012, il y a une commission nommée par le Parlement japonais aussi qui a écrit « Est-ce que l'accident était évitable ? Oui. Est-ce que la cause profonde était connue ? Oui. » Ils disent « Man-made disaster » et « made in Japan », ça veut dire qu'il y a une collusion gouvernement, agence de régulation et opérateurs qui a fonctionné pour l'accident de Fukushima. Et il y a un contre-exemple qui est Onagawa, qui est une centrale à un réacteur à eau bouillante. Oui, vas-y. Si vous voulez voir ce rapport, il est en ligne. Vous tapez Fukushima rapport japonais, et en fait, c'est un journaliste, Sylvestre Huette, de Libération, qui l'a mis en ligne et commenté. Donc, nous, nos entretiens, là, ils ont fait beaucoup d'adages et de transmission de la sagesse dans ce livre de la sûreté. Il y a un chef de centrale qui nous a dit, voilà, la leçon, c'est quoi ? C'est si tu te crois bon, tu t'endors, tu es mort. En matière de sûreté, c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Ça, c'est la sûreté vue par un expert du département théorie de l'équipement. De l'équipement qui s'appelle Suro et qui nous dit, faut comprendre ce qu'il y a dans le bois. Je ne sais pas si vous connaissez Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Exupéry fait un dessin quand il est petit. Et puis, les grandes personnes, il demande aux grandes personnes si son dessin fait peur, et alors les grandes personnes lui disent pourquoi un chapeau ferait peur? Et alors il dit mais c'est pas un chapeau, c'est un boa qui a avalé un éléphant. Et alors Suro dit il faut toujours qu'on voit l'éléphant qu'il y a dans le boa. Et pour compléter l'histoire de Saint-Exupéry, Saint-Exupéry dit « J'ai essayé d'expliquer aux grandes personnes, mais comme ils n'ont pas compris, finalement, j'ai décidé de devenir pilote d'avion. » Voilà. Et donc, voilà, notre histoire des événements sûreté qui vient de sortir 2023. En exergue de la publication, ils disent « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » Donc, ça nous a paru être quelque chose que nous partageons aussi totalement et qu'on voulait vous présenter dans cette conférence. Alors, donc, pour nous, ces transmissions sont utiles. Nous, on a trouvé que dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de modestie et beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité. Et on avait, comme on a animé des réseaux de prospective, notamment avec des anciens et des jeunes, les anciens avaient dit « Oui, mais est-ce que vous voulez bien, on voudrait vous transmettre les leçons de l'histoire, etc. » Et les jeunes, dans notre réseau, avaient dit « Écoutez, vous voulez nous transmettre un bottin ? Nous, on veut bien une page. » Donc, c'est pour terminer cette conférence. On a un peu cavalé, excusez-nous. Merci infiniment pour cette conférence. Vous m'avez donné une mauvaise conscience parce que j'ai l'impression qu'on vous a bousculé et qu'on aurait eu envie de vous écouter beaucoup plus longtemps que ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On a suivi les 45 minutes. On a même fait mieux. Voilà. On a battu notre record. 42. C'était absolument passionnant. Je ne poserai pas de questions, j'aurais des tonnes de commentaires à faire, on serait reparti pour 45 minutes. Oui, c'est ça. Ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Jean-Marc. D'abord, merci, j'ai retrouvé une bonne partie de ma carrière là. Alors, seulement une partie, vous ne parlez pas du tout de la sûreté en conception. Bah, oui. L'approche par état, tout ce qui a été fait, mais vous avez été obligé de vous limiter. Mais en fait, la sûreté, il y a l'exploitation, mais il y a la conception, et les deux dialoguent tout au long de la vie de la centrale. Surtout au niveau des révisions décennales, etc. Donc je pense qu'il y a une étude sociologique à faire. Ma question, c'était au travers je voulais savoir ce que vous pensiez la révolution qui a eu lieu aux États-Unis autour du risk informed. Alors, en deux mots, aux États-Unis, ils se sont posé la question aussi est-ce qu'il faut mettre la conduite au centre, la maintenance au centre, qu'est-ce qui maintient la sûreté? Et puis ils ont tranché tout ça en disant au centre, il faut mettre le risque. C'est-à-dire chaque acteur de la centrale, quel que soit son service, qu'il soit dans les services tertiaires, maintenance, conduite, il doit avoir la connaissance précise du risque de la centrale à un temps T. Alors il s'appuie sur des études probabilistes de sûreté, des probabilistes risk assessment qui donnent en permanence
le risque de la centrale, et il dit et toutes les activités métiers, quel que soit le métier, conduite maintenance, sont structurées par le risque. C'est-à-dire que quand un rondier, par exemple, va faire une ronde, en France, il a une liste de matériel à aller voir, de choses à tourner, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il le rapporte. Aux États-Unis, il n'a pas du tout ça. Il sait que tel risque est mitigué, comme on dit, est maîtrisé par telle vanne, telle... Et donc, au vu de la connaissance du risque, par exemple, c'est une vanne défaillante, il sait quel matériel aller regarder pour faire face à cette vanne défaillante. Donc, il ne se pose pas la question de conduite aux maintenances, il se pose la question du risque. Et il y a une confrontation en particulier permanente de la maintenance et de la conduite au vu du risque. Donc ça, c'est des approches qu'on a essayé de promouvoir en France. C'est toujours heurté, comme vous l'avez dit, à la conception déterministe, c'est-à-dire l'autorité de sûreté et EDF d'ailleurs. Tout ça a diffusé dans des générations et des générations d'exploitants et de concepteurs. EDF a toujours refusé, et la SN, d'utiliser une démarche qui est bien connue dans l'aviation, qui est de quantifier le risque. Dans l'aviation, par exemple, un pilote d'avion, il sait que son risque de perdre ses deux moteurs en même temps, c'est 10-7 par année, etc. Et il sait que s'il perd tel capteur, il devrait savoir s'il est bien formé, ça peut être pas toujours, mais s'il est bien formé, il sait que s'il perd tel capteur, son risque est multiplié par 100 et qu'il doit commencer à faire attention. Donc cette démarche-là, on essaie de l'implanter en France et l'autorité de sûreté commence maintenant, au vu de l'excellent résultat que ça a aux États-Unis, à vouloir rentrer dedans. Et pourquoi elle veut rentrer dedans, l'autorité de sûreté? Parce qu'elle s'aperçoit que cette démarche déterministe, c'est-à-dire on suppose que tout peut arriver sans hiérarchiser les risques, elle rend l'exploitation extrêmement complexe. Les spécifications techniques d'exploitation sont d'une complexité où personne s'y retrouve, ni même l'autorité de sûreté, ni même l'exploitant. Parce que si on restructure ça par une hiérarchie des risques, ça redevient clair. Donc tout ça commence à perdurer, et je pense que d'un point de vue sociologique, ce basculement aux États-Unis, il mériterait d'être étudié, et ces enseignements mériteraient d'être portés sur le parc français. Je vous offre une mission... ce serait avec plaisir. Merci Jean-Marc. D'autres commentaires, questions? Oui, Christian. Ah, pardon. Oui. Vous avez des questions en ligne? Alors, vous qui êtes en ligne, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, j'ai une remarque là pour l'instant. On dit que vous n'avez pas parlé de l'analyse psycho faite après l'événement de Paluet, et le déclenchement des 4 ans. Ah oui. Oui, je me souviens de cet événement. Bon. Oui. Non mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? C'est une remarque. Oui, c'est le type qui avait déclenché les tranches. Ce qui est un peu compliqué, c'est que nos 3 bouquins, ça fait 1000 pages. Et donc, il y a une compression. Par exemple, il y avait des choses à dire sur l'autorité de sûreté. Comment Lacoste, qui au début était chef de service d'un truc qui s'appelait le zinzin, le service de contrôle, etc., à un moment donné, en 96, dit, mais finalement, il faut que nous, on se donne un nom, et il met sur son papier « autorité de sûreté ». Et puis il dit « je demande, j'interdis », etc., au point que, quand il dit à Dampierre « si ça ne va pas, dans 6 mois, je vous arrête », les gens le croient, mais il dit « j'avais aucun pouvoir de le faire ». Bon, c'était une façon de se placer, mais après, il a pris une place institutionnelle telle que la loi a fini, en 2006, par lui reconnaître ce qu'il avait fait en 96. Ça aussi, c'est dans l'histoire. Par rapport à l'incident de Paluel, juste, je veux dire, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est le début du chef d'exploitation et qu'il y a une décision de la CFDT, je crois, de sortir cet événement dans la presse. Et pour le parc nucléaire, c'est une leçon parce que ils vont adopter à ce moment-là une stratégie de transparence, c'est-à-dire il faut tout sortir, tout raconter. C'est la seule chose qu'on puisse faire, en fait. Mais ça, je me rappelle très bien par rapport à cet incident, mais qui posait aussi un problème de fragilité psychologique, etc. Et par rapport aux Américains, les Français ont quand même renoncé à la licence en 1975, je crois, la licence pour les opérateurs. Mais ça a été tout un débat, la licence, oui ou non. Et dans le conflit de 88, une partie de la conduite voulait la licence, en disant, bon, on en finit avec tout ce système EDF, on prend la licence et comme ça on sera rémunéré correctement. La licence, pour expliquer, c'est comme les pilotes d'avion. Comme les pilotes d'avion. Ils ont un permis d'exploiter. Voilà. Et ben, donc qui dure un an. Voilà, il dure un an, on repasse la licence tous les ans, on est légitime à être rémunéré correctement et à avoir une autorité sur le système Punto, quoi. Donc, mais ça, c'est un système qui n'a pas été adopté. Ce qui a été adopté, c'est les habilitations, les trucs et tout ça. Bon, effectivement, si on part dans une démarche risque, il faut aussi penser à la rémunération des gens, quoi, les responsabilités qu'on met sur leur dos et comment, etc.
Alors, il y a et tout leur un pan de formation. faculté, c'est le jeu de la direction d'EDF avec Oui, les pardon. syndicats aussi. Oui, bien Ah, sûr, mais je ça- n'occulte pas trop, mais... On a une question, là, d'ailleurs, ce que vous avez dit un petit peu avant, là, on rentre un peu dans la question. Vous avez présenté, enfin, du moins c'est comme ça que j'ai perçu, hein, l'ensemble de cette filière nucléaire comme un ensemble un peu fermé, mais je voulais savoir, enfin qui réglait donc ces problèmes entre eux avec tout ce que vous avez expliqué. Hein, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que justement, par rapport au personnel, puisque vous avez été très proche des personnels, des personnels au sens large, hein, quel que soit le grade, est-ce que justement les actions, les prises de position, enfin, tout ça des antinucléaires a impacté fortement ou pas du tout l'évolution interne de ce que vous présentez, puisqu'on ne voit pas du tout d'influence externe Ouais. dans ce que vous avez juste. beaucoup de temps non plus, mais je veux dire, est-ce que... Voilà, Je ne sais pas pourquoi on avait passé ce travail très important pour moi. C'est quand on a vu qu'il y avait des configurations historiques successives et en fait qu'il y avait chaque fois un événement qui faisait basculer dans une autre configuration, à la fois au niveau socio-technique, politique, etc. Et dedans, donc il y a 73 le choc pétrolier, il y a le démarrage du parc, bon d'accord. Mais ce que vous venez de dire, là, le démarrage du mouvement antinucléaire, il est là, oui c'est ça, il démarre. Le mouvement antinucléaire démarre avec le parc nucléaire en fait. Et ça avait été étudié par notamment un sociologue qui s'appelle Alain Touraine, que moi j'ai travaillé un certain temps avec lui, qui disait que les antinucléaires disaient que ça allait déteindre sur la société, transformer la société en un monde bureaucratique, etc. Et Touraine avait dit non, mais en fait le nucléaire va se retourner à l'intérieur même du système et ça va devenir infernal à l'intérieur des centrales nucléaires. Parce qu'il va y avoir une telle pression, à la fois technique, médiatique, de dossiers, de paperasse et de preuves, etc., que ce sera plus possible de travailler là-dedans. Donc ça a été... Et oui, il y avait un très gros impact du mouvement antinucléaire, bien sûr. Même si, bon, j'ai relu là que Plogoff, ça a été un peu un abcès de fixation qui a été utilisé pour faire Tagada tranquillement de l'autre côté, quoi. Mais ceci dit, il y avait quand même, nous, on a circulé dans l'ensemble du truc, il y avait quand même toute une volonté de transparence. Parce que, par exemple, nous étions sur le site du budget au moment où il y a eu Tchernobyl, et c'était Carlier qui était chef de site et qui nous dit, en ce moment, le site est radioactif, et on s'est aperçu que ce n'est pas nous, etc. Et il venait de recevoir en même temps Rivasi qui est la CRIRAD, et il avait reçu aussi le gars du Canard enchaîné. Donc ils ont joué une politique qui n'était pas une politique de fermeture, mais une politique de voilà ce qui se passe. À ce moment-là, parce qu'avant c'était très fermé, c'était quand même une affaire d'experts. Bon. Alors aujourd'hui, il y a un choc là, sur l'ensemble du parc nucléaire, c'est l'arrêt de Fessenheim. Ah oui. Ils se rendent compte qu'on peut arrêter une centrale par volonté politique alors qu'elle fonctionne parfaitement. C'est ça. Il y avait déjà eu Crémalville, de ce point de vue-là. Crémalville, c'était pas exploité par... Comment ? Elle fonctionne au moins parfaitement. Oui. Oui, Fessenheim, elle avait été mise aux normes. Fessenheim avait été fondatrice de beaucoup de choses sur le parc. Ça avait été la première, ça avait permis... Et donc actuellement, c'est un choc qui n'est pas complètement résorbé par le parc. C'est sûr. Ah, oui. Fessenheim... J'ai vu l'organigramme initial, c'était 125 personnes. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. On a une question derrière. C'est 700. Comment c'est décidé d'engager la rédaction du livre d'histoire de la conduite? Quand les grèves ont redémarré en 2005-2007. Et qui était le sponsor Éric Brett. Éric Brett. Ouais. Il a dit ça va pas du tout, tout s'efface, ils ont tout oublié et tout, il faut faire une piqûre de rappel, quoi. Et c'est écrit dans son introduction, je pense, dans notre introduction. Vos livres dans un commerce de com? Non, Alors, ils ne sont pas à vendre, ils sont gratuits. J'avais vu que sur Internet, par exemple, la maintenance, il est à 54 €. Mais dans le parc nucléaire, il est gratuit. Mais sinon, vous pouvez aller sur notre site et ils sont en ligne, en PDF. La maintenance, c'est parce que c'était Damien Despiégel qui s'occupait de la maintenance, qui nous a dit non mais c'est toujours tout pour la conduite, il faut faire un livre sur la maintenance. Et donc on a eu beaucoup moins d'entretiens que pour la conduite, donc il n'était pas content. Et voilà. Et la sûreté. Vous ne parlez pas du choc aussi qui a été l'attribution d'une prime de 10% à la conduite. Si, ça. Mais ça, on a connu tout ça par cœur. Là, c'était catastrophique. Là, quand la direction a voulu remettre la conduite au centre, elle a dit on va reconnaître qu'ils portent une responsabilité sûreté particulière en leur donnant 10% de plus
Non, en leur donnant un brevet conduite nucléaire. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, c'était pas 10%. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Voilà. Comme chef de centrale, je peux vous dire. Voilà. Ah oui, oui. À tous les services. Mais il y a quelqu'un qui a enlevé le B de BCN. On a une question là-bas dans le fond. Oui, j'ai l'impression qu'il manque un quatrième livre. Ouais. Si on veut repartir de la question qu'on posait au départ, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? On voit donc le livre du métier des projets. Ah oui. Parce qu'entre le moment où vous nous avez quitté, finalement, vous avez accompagné En 2013. Ouais. il y a une montée majeure des projets. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur maintenance conduite. On est sur projet arrêt de tranche. Ah oui, oui. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental en termes d'évolution. Oui, il faut continuer la décade suivante. Bah, Oui, non, mais après, la question, c'est est-ce que du coup, ce qu'on voyait en études de maintenance conduite d'hier, a quelles conséquences sur la compréhension d'aujourd'hui, sachant qu'il y a au moins une troisième dimension, sachant aussi, alors on parle de Fessenheim et du choc, mais on peut parler aussi du désamour politique pour le nucléaire, Oui. et qui bascule aujourd'hui. Qui bascule aujourd'hui. On semblerait, attendons les faits, sur autre chose. Donc, tout ça, ça crée des choses qui sont bouleversantes à l'intérieur. On n'a pas pu embaucher pendant longtemps. Et donc, notamment pour l'attirance d'un métier comme la conduite, qui est très risqué, très exigeant. Très fatigant. Bon, voilà, on va parler de ce que vous avez évoqué. Oui, Et j'évoquerai une troisième chose, c'est qu'en fait, le choc du poste au Fukushima, on le vit maintenant vraiment pleinement. Avec les VD, la complexification dont on parlait tout à l'heure, Marc, c'est vraiment c'est énorme. Et on a vu les limites du système de plus on en met, plus on va gagner en sûreté. On a atteint l'asymptote. Une saturation. Et ouais. Donc voilà. Donc je reviens à la question de départ, c'est est-ce qu'on est dans le même paradigme ou est-ce qu'on a changé? Ah, ça, nous, on ne peut pas répondre malheureusement, mais on aimerait bien les voir. On est parti en 2013, enfin on a pu travailler pour le... Oui, dans le même esprit, je pense qu'il y a des grands oubliés. Oui. Ce sont les gens de la logistique et en particulier les prestataires. Oui. Parce que là aussi, moi j'ai connu différentes situations, des conflits avec les prestataires, et en particulier les gens qui nettoient. Ouais. Les gens qui nettoient, qui entretiennent, qui conduisent les chariots et tout ça. Et à mon avis, ça reste toujours des grands oubliés de l'affaire. Ah oui. Ben, on a connu justement une période où les acheteurs poussaient les sites à changer systématiquement de sous-traitants. Et en fait, dans un certain nombre d'endroits, ça a démantibulé les entreprises avec lesquelles les sites avaient l'habitude de travailler. Alors après, parfois, il y a des gens de maintenance qui se sont arrangés pour retrouver des personnes en disant « je veux celui-là », etc. Bon. Et ça s'est reconstitué un peu comme ça, mais quand même, ça a été une déstabilisation énorme de gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et ça apparaissait pas comme formidable. Alors, moi, c'était juste par rapport, on faisait parler un peu des catastrophes naturelles qui ont eu par le passé, comme Tchernobyl, il y en a eu Mayak, un peu récemment. Et c'était pour savoir, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la sûreté, c'est quelque chose d'assez rigoureux maintenant et pérenne pour le futur? Parce que là, franchement, avec la COP28, on en parle beaucoup de nucléaire, ça revient en forme, on va dire. Est-ce que pour vous, on est assez rigoureux? Et on peut pas le dire, puisque justement, on n'a pas mis les pieds depuis 2013. Ah. Voilà. Moi, je peux vous donner un Mais moi, exemple. je peux... Attends. J'ai vécu aujourd'hui, ce matin. Oui. Donc, ce matin, il y avait la réunion des cadres annuels des anciens cadres dirigeants d'EDF retraités. Et il y avait le président d'EDF, Luc Raymond, qui répond aux questions. Il y a un retraité qui a dit mais je ne comprends pas pourquoi on a arrêté 12 centrales d'un coup, parce qu'on a trouvé des petites fissures, il n'y avait absolument aucun risque de sûreté. Pourquoi on a fait ça quitte à mettre, on a fait ça même l'hiver dernier, on a fait mettre le pays dans le noir. Et Luc Raymond, il a répondu parce que c'est notre responsabilité d'exploitant. Il a dit on ne savait pas ce qui se passait. On ne pouvait pas prendre la responsabilité d'un accident nucléaire, quelles que soient les conséquences. Et il a dit les conséquences, elles sont lourdes, parce que l'affaire, ça coûte aujourd'hui 20 milliards d'euros à EDF. La dette, le supplément de dette provoqué par l'arrêt des centrales suite aux corrosions sous contrainte, c'est 20 milliards d'euros. Il a dit, il a clairement dit qu'il a appelé, y compris le gouvernement, qu'il y avait des pressions pour qu'il n'arrête pas. Il a dit, moi, c'est la sûreté d'abord, j'arrête.
Donc tout ça pour vous répondre, la sûreté, ça arrête, et c'est profondément ancré, je pense, dans la tête des gens partout. Là. Vous leur demandez dans toute l'entreprise qu'est-ce qui compte en premier, c'est la sûreté. Ça, c'est clair. Hein. Si vous avez appliqué la méthode américaine de risk management, est-ce que vous auriez fait Non, je pense qu'il y aurait eu des études probabilistes et on aurait quand même arrêté. Parce que les Américains, avec leurs études probabilistes, ils arrêtent les tranches aussi. Ils arrêtent les tranches. Mais je pense que ça serait fait après, disons, un petit délai de quelques semaines. Mais ça aurait été arrêté quand même. Parce que quand même, quand on ne comprend pas ce qui se passe, dans les études probabilistes menées aux États-Unis, il y a des facteurs d'incertitude qui sont pris en compte et qui majorent les risques. Hein. Qui majorent le résultat du risque. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 3 accidents nucléaires qu'on connaît, Fukushima, de Tchernobyl et Fukushima, les 2 premiers ont été provoqués par les opérateurs. Il n'y a que Fukushima qui soit lié à un événement extérieur à la centrale. Fukushima Island et Tchernobyl sont les opérateurs qui sont l'origine. Oui, qui montre l'importance du facteur humain. À l'origine, c'est justement contre cette idée-là qu'on a développé cette culture de sûreté. Je suis d'accord. Cher monsieur. Ils sont à l'origine, c'est eux le dernier maillon de la chaîne. En tant que dernier maillon, effectivement, ils n'ont pas fonctionné. Sur le mauvais bouton, il y a juste des gens qui ont oublié de leur donner une formation adéquate, qui ont rédigé des spécifications. C'est vrai. La cause déclenchante, oui. C'est leur main. J'avais une question pour Alain. Dans du nucléaire, des chaudières nucléaires, il y en a chez les militaires. Oui. Et est-ce qu'il y a des démarches qui sont pareilles? Est-ce qu'il y a des démarches sociologiques? Est-ce qu'il y a les mêmes problématiques? Sans dévoiler de secret d'État. Sans dévoiler de secret d'État. On a beaucoup travaillé sur le facteur humain, en particulier avec Pierre Tanguy, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'allais voir les gens de l'aéronautique. Et les gens de l'aéronautique me disaient que dans les avions, les accidents répertoriés, 95% viennent du facteur humain. Oui. Et moi, je leur disais, chez nous, c'est 100%, parce qu'une pompe qui s'arrête, qui tombe en panne, c'est que soit elle était mal conçue, soit elle était mal maintenue, soit elle était mal conduite. C'est pas un élément naturel. Donc il y a toujours un facteur humain quelque part qui est intervenu. Donc il faut remonter vitement l'origine. Alors, on a beaucoup travaillé effectivement là-dessus. On a travaillé sur les interfaces homme-machine énormément. Pour l'aspect sûreté, la règle de base, c'est on se calque sur ce qui se passe dans le civil. C'est très différent avec les Américains, parce que les Américains, le plus gros opérateur nucléaire aux États-Unis, c'est la marine. Et la marine américaine considère qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Elle a sa propre organisation de sûreté, elle a son propre fonctionnement, ses propres règles, et elle ne parle à personne. En France, au début, le premier réacteur eau pressurisé, c'était le réacteur prototype des sous-marins, pas à l'arrache. Au début, la marine était des gens qui savaient. Et aujourd'hui, il y a 12 réacteurs militaires, et il y en a 158 un réacteur civil, donc on a vite compris que l'expérience maintenant allait côté EDF, et donc on a décalqué chaque fois que possible, on fait des visites décennales sur les réacteurs de sous-marins, on a des groupes de travail là-dedans. L'IRSN, il y a toute une branche qui s'occupe des réacteurs nucléaires militaires, qui est exactement parallèle aux autres, de façon à ce que ce soit les mêmes experts qui posent les mêmes questions là-dessus. Et je te rassure, dès qu'il se passe quelque chose sur une centrale nucléaire, on est automatiquement prévu et avec la question, est-ce que ça peut arriver chez vous ou pas, et comment ça se passe. Et il y a aussi le retour d'expérience des grands accidents. Il y a un retour d'expérience des accidents, des pré-accidents, des presque accidents, enfin tout ce qui peut se produire, parce que fort heureusement, on n'a pas beaucoup d'accidents. Souvent, on n'a jamais eu d'accident nucléaire pour l'instant en France. Il y a des accidents, mais pas nucléaires. Mais il y a des choses à analyser. Il y a des moments où on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qui aurait pu se passer si Ça, c'est très important. Et c'est aussi très important, donc, de dépénaliser, parce que les gens n'aiment pas rendre compte de la mauvaise manœuvre qu'ils ont fait s'il n'y a pas eu de conséquences. Alors, c'est pour ça qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi ils ont fait ça à un moment donné. Et donc, on a mis tout un système en place pour qu'ils puissent rendre compte, indépendamment de la chaîne hiérarchique, et donc on puisse analyser les incidents sans se poser la question de responsabilité, mais en disant comment on est conduit à ça. Oui, ça dans la période où nous étions, ça se faisait assez souvent. C'est-à-dire que les opérateurs qui avaient été impliqués dans un accident faisaient un rapport, et après ils allaient expliquer sur les autres sites qu'est-ce qui leur était arrivé et comment faire pour que ça ne recommence pas. Et ça s'était implanté assez bien, quoi. C'était même devenu un certain plaisir pour eux de transformer une situation négative en quelque chose qu'ils trouvaient utile à partager.
Oui, une remarque tout Oui. au plus rapide. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Là, je le retrouve dans d'autres domaines que Pierre, la même chose dans le ferroviaire, ou bien. Ouais. Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que vous avez dit une phrase qui était très juste, c'est ne pas encourager la division du travail. Ouais. Qui était repris. Ouais. C'est ce qu'on fait de plus en plus dans les organisations aujourd'hui. Énormément de sous-traitance, Ouais. de fractionnement des tâches. J'ai participé à des réunions sur du fractionnement de tâches métiers qui ont Oui, c'est ça. une vision globale, Oui. toujours assurée. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le sujet du futur qui mériterait donc d'être traité de cette façon, mais d'une façon beaucoup plus vaste, donc pratiquement impossible à gérer. Je pense que le fractionnement aujourd'hui va être la difficulté de sécurité, sûreté. Ouais, oui, puis ça fait un fractionnement des enjeux aussi. Voilà. Parce que les en fait, divisions. Estelle veut la parole. Alors, je veux la parole pour tous ceux qui sont en ligne. Tout d'abord, je pense que vous avez ravivé beaucoup de souvenirs à certaines personnes, parce qu'on a eu pas mal de commentaires qui vont dans ce sens. J'ai une remarque de Monsieur Aymon qui dit qu'il a été personnellement frappé par la non prise en compte du risque et du stress associé qui a longtemps été évacué. Et que depuis Fukushima, cette prise en compte a été accélérée avec la diffusion de techniques de prise en compte du stress qui ont été plutôt bien accueillies. Oui. Intéressant, c'est bien. Ensuite, donc plus proche de ce qu'on disait récemment, c'est M. Flamin qui dit que depuis Tchernobyl, les inspections IN, EGE, ASN, Peer Review, OSART ont été multipliées sur les CNPE et le management des centrales s'est retrouvé sous pression permanente. Ouais. Je réagis un peu tard, Oui. je ne voulais pas vous couper. Monsieur Lamy qui dit que quand on voit ce qui se passe à Zaporizhzhia, Zaporizhzhia. Oui, la centrale ukrainienne. Ouais. Ouais. on a la tentation de relativiser. Je pense qu'il faut, concernant les centrales nucléaires, créer une zone neutre sous l'égide internationale en cas de conflit. Ça, c'est sûr. C'est la proposition de Kammer, 46. Ouais, voilà. Il n'y a pas de question. Ok. Merci. Ok. Bon. Écoutez, je vous propose de continuer autour d'un verre éventuellement, de remercier encore nos conférenciers. Et d'ouvrir la porte.